nous aurons une intervention, enfin, c'est pas café qui se veut autour d'une intervention présentée par Pierre Guillemin de l'unité de recherche Aster dans les Vosges sur une géographie contrastée du développement de l'agriculture biologique. Alors, c'est notre première édition, Café Métabio. Donc voilà, il y aura quelques aléas techniques très certainement, et puis on sera ravis d'avoir vos retours aussi sur cette édition, puisque c'est la première d'une série, j'espère longue. Et donc je vous rappellerai les dates en fin de séance pour les prochaines. Bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, merci à Servan et Dominique pour cette invitation qui m'offre l'opportunité de vous présenter un travail qui a été réalisé avec mon collègue de l'Université de Caen, Michael Bernon, qui s'excuse de ne pouvoir être là aujourd'hui. Et puis, ce travail qui prend tout son sens d'abord, je voulais le dire, dans le cadre des recherches qu'on mène au sein de l'unité NRAE Aster à Mirecourt dans les Vosges. Je ne sais pas si le diapo passe, formidable. Euh, en effet, notre unité propre de recherche dispose d'une ferme expérimentale qui nous fait entretenir un lien fort à l'agriculture biologique, puisque c'était en 2004 la première installation convertie entièrement à INRAE. Et puis aujourd'hui, dans notre unité, normalement, vous devriez le voir sur la diapo, excellent. On a cette ferme qui est un petit peu à la base de l'axe 2 de notre projet de recherche sur la conception et l'analyse de systèmes agricoles diversifiés et autonomes, même si les collègues de cet axe peuvent travailler avec et sur d'autres fermes. Et puis, avec les collègues de l'axe 1 de l'unité, on travaille sur la coexistence et la coévolution des systèmes agroalimentaires à différentes échelles de territoire. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, dans cette perspective, vous verrez tout en bas de la diapo que la géographie et les approches territoriales ont suscité différents travaux. J'en cite quelques-uns. D'abord ceux de Maud Irzak et ses co-auteurs qui s'étaient concentrés sur une géographie de la qualité agricole qui croisait la bio avec les SICO. Et puis d'un autre côté, on avait une nouvelle géographie alimentaire qui se développait avec tout un tas de recherches sur le rôle des contextes socio-spatiaux et plus particulièrement des collectivités territoriales à travers leurs politiques publiques en soutien à des systèmes alimentaires locaux. Alors si on regarde dans la littérature internationale et anglo-saxonne, aux États-Unis, on a une série de travaux autour d'Emile Guptill sur des analyses de vente directe dans les recensements américains qui ont montré à mesure des recensements qu'on avait affaire à un phénomène bien plus complexe qu'un simple phénomène périurbain. Et puis, côté Royaume-Uni, on a autour de Brian Berry différents types d'indices ou de cartographie qui se sont développés pour essayer de comprendre la relocalisation alimentaire et ce que c'était que l'alimentation locale. Alors, l'idée du travail présenté aujourd'hui, c'est de croiser un petit peu ces deux approches avec d'un certain côté la géographie agricole autour de la diffusion de l'AB et de l'autre la géographie alimentaire qui s'intéresse plutôt historiquement au circuit court. Alors, pour réaliser cette approche, on a utilisé les données non sécrétisées, c'est la diapo suivante du recensement agricole, via le CASD. Euh, dans ces recensements, en fait, on a réalisé une classification des exploitations par arbre de décision sur la base des deux variables que j'ai évoquées. Et puis ensuite, on a mis en œuvre une typologie multidate qui, à l'échelle des pseudo-cantons de l'INSEE, analyse la coexistence des types d'exploitation agricoles. Alors, avant de présenter vraiment les résultats, je cite quelques limites de la démarche. D'abord, dire que c'est une approche normative des transitions, hein, que ces deux variables simplement de l'agriculture biologique et des circuits courts. Par ailleurs, on ne les observe pas avec une dynamique interannuelle, puisqu'on a une longue période intersensitaire. Et on a, de la même manière que dans le sondage Carto, on n'a pas les drones. Et puis, notre approche, elle ne permet pas, par exemple, d'aborder les enjeux de mixité bio-conventionnelle, puisqu'on ne va pas au grain de l'atelier de production. Ensuite, vous aurez bien en tête, quand vous verrez les cartes, qu'on est sur des progressions, enfin des évolutions en valeur relative et pas en valeur absolue, et ça peut avoir des effets sur la compréhension du changement d'échelle qui parfois peut en fait correspondre à une stagnation juste liée au fait que les exploitations conventionnelles chutent énormément en parallèle dans un territoire. Voilà. Bon, pour autant, notre approche nous permet de rappeler un certain nombre déjà de grandes dynamiques dans des tableaux sur la diapo suivante que je vais présenter rapidement parce que vous savez que les exploitations bio, elles ont fait plus que doubler entre 2010 et 2020, celles en circuit court plus que triplé. C'est assez attendu
si la diapo voilà, arrive. Le bio en circuit long, déjà, on retrouve des jeunes chefs d'exploitation, plus jeunes que la moyenne, alors que quand le bio se combine au circuit court, c'est d'autres éléments qui vont sortir, la part des diplômés du supérieur, par exemple, et puis on a beaucoup plus de chefs d'exploitation qui sont des femmes. Si on regarde très vite les données de main-d'œuvre, on se rend compte qu'on a plus d'unités de travail annuelles en bio, et d'autant plus quand la bio s'associe au circuit court. Alors, sur un autre tableau, rapidement, en matière d'orientation productive, on voit que la bio, elle est surreprésentée en circuit long, en grande culture, en lait, en viticulture, et sur des structures plus grandes, même plus grandes qu'en production conventionnelle en circuit long. À l'inverse, on a des petites exploitations pour la bio en circuit court avec des surreprésentations. Cette diapo de tableau qui devrait s'afficher donc en arboriculture, en viticulture, polyculture, élevage. Voilà. Alors, pour s'intéresser à leur géographie, je vais d'abord vous proposer, diapo suivante, d'observer finalement les autres exploitations, celles qui sont conventionnelles en circuit long, et d'essayer de regarder où est-ce qu'elles reculent. Une fois que vous verrez la carte, vous pourrez me croire, elles ont reculé le long du littoral, en zone de montagne et de piémont, et puis aussi dans certaines zones herbagères. Cependant, elles restent ultra majoritaires, ces exploitations conventionnelles en circuit long, dans des régions qui sont notamment dominées par la production végétale. Vous avez les Hauts-de-France, les franges occidentales et orientales du bassin parisien. Et puis, elles dominent aussi encore des bassins laitiers ou d'élevage hors sol de l'Ouest, le centre-Bretagne, la Branchin, le Virois, pour donner quelques exemples. Et puis, on voit aussi qu'elles se maintiennent très bien dans la montagne laitière cantalienne. Alors, si on reste avec la carte suivante avec les exploitations conventionnelles, mais qu'on regarde cette fois celles qui commercialisent en circuit court, on a une autre géographie qui se dessine. Vous verrez qu'on va retrouver les zones d'appellation viticole que vous avez sur une carte au centre de la diapositive en zone orangée. Et puis, sur la carte de droite, si vous comparez à l'évolution 2010-2020, vous allez aussi retrouver les aires d'appellation fromagères. Avec l'exemple des départements du Nord, on se rend compte aussi qu'on a un développement de ces modèles. Là, on a une coexistence de signes de qualité, à la fois sur des productions animales, mais aussi végétales. Et puis, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense aussi à l'influence de la métropole lilloise. Alors, sans plus attendre, on va aller regarder la progression type par type des exploitations qui nous intéressent dans l'état bio, avec d'abord celle en filière longue sur la diapo suivante, qui se sont développées dans plusieurs types d'espaces. Alors d'abord, on peut évoquer ce que les chercheurs et le ministère de l'Agriculture appellent une zone intermédiaire qui s'étend en forme de croissant du nord de la Lorraine jusqu'au Poitou. Et donc là, on sait qu'on a eu des développements associés à les créations de filières dédiées, que ce soit en lait ou en production végétale, y compris avec des cultures un peu mineures qui ont été relancées grâce au développement de la bio. On a une confirmation d'un ancrage fort dans un grand sud-est, et on pense tout particulièrement à la Biovallée qui ressort sur cette carte. Et puis, on constate aussi une diffusion importante dans le sud-ouest, où là, on a différents systèmes de production qui sont concernés, puisqu'on va des légumes de plein champ des Landes jusqu'au maraîchage, à l'arboriculture des Pyrénées-Orientales, et on passe aussi par les vignes et les prairies du Gard. Alors, si on reste sur les exploitations biologiques, mais cette fois, on regarde comment elles se combinent au circuit court et où on va retrouver un ancrage très fort dans l'arrière-pays provençal. Ça renvoie à l'histoire de différentes générations de retour à la terre depuis les années 70. Voilà, sur la carte suivante. On retrouve aussi une zone de progression le long de la côte atlantique et où se combine littoralisation et métropolisation, puisqu'on voit les hotspots de Nantes et de Bordeaux. Enfin, on retrouve d'un point de vue de la métropolisation, le rôle de la région capitale. On voit une forte diffusion en Île-de-France. Et puis, on a aussi des progressions dans une géographie qui combine région viticole et espace du tourisme vert. Vous trouvez la basse vallée de la Loire, le massif vosgien. Et dans ces secteurs-là, il ne faut pas non plus négliger les transformations à la ferme en système bovin avec le bassin historique de la Loire-Atlantique et puis le versant ouest du massif vosgien qui est plus fromager que viticole. Alors là, je vous ai présenté avec ces quelques premières cartes une géographie un peu monovariée, type par type, mais
on faisait l'hypothèse que tout ça se combinait pas de la même manière selon les cantons et pas avec les mêmes types de trajectoires. Sur la diapo suivante, vous verrez pourquoi on a proposé une synthèse hein, de ces trajectoires de coexistence, de coévolution des cantons entre 2010 et 2020 à l'aide d'analyses multivariées. Et sur la gauche de la diapo, vous verrez voilà, il arrive un, un plan factoriel avec 8 vecteurs qui traduisent un peu la nature et l'intensité de ces trajectoires. Donc, sur l'axe horizontal, à gauche, vous avez des cantons avec des exploitations conventionnelles en circuit long qui dominent, alors qu'à droite, ce sont des exploitations biologiques en circuit court. L'axe vertical, il oppose en bas des cantons avec les exploitations conventionnelles en circuit court qui sont bien représentés aux cantons en circuit long et en bio en haut du graphique. Et donc, l'idée, c'est que plus le vecteur est long, plus l'intensité du changement est forte et la direction du vecteur indique la nature du changement. Donc, on peut rester sur cette carte un petit peu pour essayer de réfléchir aux facteurs sectoriels un peu de ces dynamiques. Alors, vous voyez, on a un premier sous-groupe de cantons avec des contextes où l'agriculture conventionnelle en circuit long, elle reste majoritaire entre les deux dates, alors qu'on a un deuxième sous-groupe où la situation inversée, les transitions sont nettement développées. On peut commencer par, dans ce premier sous-groupe, regarder les cantons de type 4, où là, on a une progression de la bio en circuit long qui était à 6% en 2010 et passe à 22% en 2020, au détriment notamment des exploitations conventionnelles. Et là, on peut regarder plus précisément le cluster du Gers qui apparaît de manière assez nette. C'est le premier département bio français, puis on connaît aussi très bien ce département grâce aux travaux de Charles Arnaud et Pierre Triboulet, qui nous ont montré que les filières, elles ont pesé très clairement dans l'orientation de ce développement de la bio, en l'appuyant sur des produits déjà spécifiés. Ils mentionnent la volaille, la viticulture, la maïsiculture, et en destinant des conversions pour les marchés nationaux. Ils ont montré qu'il y a une gouvernance locale multipartenariale qui a vraiment pesé dans ce sens-là, pour que l'aval, et l'aval à long plutôt, soit l'orientation choisie. Si on raisonne sur ces facteurs sectoriels, on peut aussi aller chercher des cantons de type 1 où l'agriculture productiviste est vraiment encore ultra majoritaire. Et donc là, vous retrouvez beaucoup de ces cantons dans un grand nord-est français, notamment en région de grande culture. On a le Grand Est, hein, par exemple, qui permet d'évoquer la densité très importante de grands groupes des commodités végétales. Hein, on pense à la betterave, au blé, au colza, par exemple, à la pomme de terre. On a, je ne vais pas tout citer, mais Soufflé qui a son siège dans l'Aube, Péréos qui compte 3 sites dans la Marne, Cristal-Union 2 dans l'Aube, 4 dans la Marne. Et en fait, si vous prenez ces grands groupes et leurs sites, vous avez une continuité de leur présence avec d'autres cantons du type 1 en région Hauts-de-France et en Haute-Normandie. Donc ça participe de facteurs sectoriels qui potentiellement maintiennent ces systèmes productivistes en place. Et puis, si on garde en tête ces régions Hauts-de-France et Grand Est, on sait que ce sont des régions qui ont des sols migratoires négatifs. Pour le Grand Est, c'est même une région de faible densité. Et ça fait écrire à la géographe Alexandra Monod que dans cette région, les faibles densités, elles sont le reflet d'un système agro-industriel tourné vers l'export. Donc là, vous voyez qu'on commence à croiser avec de telles réflexions l'importance de facteurs sectoriels liés aux filières agroalimentaires et l'importance de facteurs liés au territoire non sectoriels. Et c'est ça que je propose d'explorer juste après avec de nouvelles cartes. Alors, quand vous les verrez, vous verrez qu'on va croiser cette typologie-là, cette cartographie-là, avec une autre typologie que mon collègue Michael avait développée à partir de bases de données notariales du marché immobilier, en fait. Et lui, il a fait un proxy des couples acheteurs-vendeurs de maisons. Dans ces bases de données, vous pouvez les identifier très précisément. Il en a fait un proxy des recompositions socio-résidentielles des campagnes. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter tous les marchés immobiliers que Michael a identifiés, juste vous dire, ça va en marron des marchés de villégiature des bourgeoisies nationales européennes, en bleu à des marchés des catégories populaires, par exemple. Et puis là, on va en analyser deux autres, plus particulièrement, qui sont liés à des trajectoires de transition marquées. Vous allez avoir sur la diapo suivante des dynamiques agroécologiques qui émergent
dans des zones rurales en fort renouvellement résidentiel. Là, le nombre d'exploitations bio en circuit court, il est passé de 2 à 8% sur la période. Vous avez donc des trajectoires socio-résidentielles contrastées. Si on regarde la 8 et la 9, on voit qu'elles sont en faveur des professions intermédiaires et la 9 des cadres. Celle-ci, selon Michael, ça renvoie à des dynamiques de gentrification rurale. Et là, si on va voir des secteurs où on avait de la transition agroécologique marquée, ben, on a reconnu notamment un territoire qui était un petit peu à l'origine de nos hypothèses sur le croisement de ces approches, qui est le Perche ornais en Normandie. En tout cas, ça semble confirmer qu'il faut tenir compte des contextes pour des variations de contextes locaux pour comprendre ces dynamiques agricoles et alimentaires. Et si on va voir d'autres types de marchés immobiliers sur la diapo suivante, davantage liés à la périurbanisation dans les grandes aires métropolitaines, là aussi, on l'a vu précédemment, des contextes favorables aux transitions. Sur la diapo suivante, vous verrez que dans ces contextes-là de canton, la bio est passée, enfin, les transitions au global y compris circuit court conventionnel, de 20 à 35%, et qu'on avait un poids justement très fort historiquement de ces circuits courts conventionnels qui ont continué à se développer jusqu'en 2020. Alors, dans le détail, on avait croisé cette approche avec plein d'articles en géographie urbaine pour essayer de reconnaître ces cantons du périurbain qu'on a fini par appeler de clubisés, où on a des logiques d'entre-soi très fortes entre catégories aisées, notamment des catégories de cadres, ça nous amène à l'hypothèse que dans ces contextes, la proximité aurait suffi à répondre à la demande locale qui ne se serait pas forcément portée vers la bio, et ça semble correspondre à ce que nous dit la géographie rectorale. Je renvoie aux travaux de Jean Rivière, où on a ici des demandes aisées, conservatrices, qui n'auraient pas forcément été tournées vers la bio. Mais on peut aussi se dire que c'est plus compliqué, puisqu'on voit quand même sur la petite partie graphique que les exploitations de l'eau, qu'elles soient en long ou en cours, elles ont aussi progressé dans ces types de contextes. Et donc, ça pose la question de la coexistence qu'on peut réfléchir dans ces dynamiques de coévolution positive. Voilà. En tout cas, il y a quand même des effets liés au contexte socio-résidentiel local. Alors, je vais rappeler ce que ça va disait. Hein. Si vous avez des questions de compréhension, je pourrais y répondre. J'espère avoir tenu à peu près le temps. Et juste pour ouvrir la discussion, partager avec vous quelques éléments moi, qui m'intéressaient pour aussi nous permettre d'améliorer ce travail. Euh, euh, c'est d'abord de recueillir un petit peu vos retours sur ces histoires de coévolution. Elles sont toujours positives entre les différents modèles. Donc, je renvoie à des grandes différences aussi géographiques qu'on a vues, le nord, le sud, les métropoles versus certains types de campagnes. Vous savez, enfin, voilà, c'est pas une surprise que les filières pèsent. Cette question du contexte socio-résidentiel, comment vous l'avez vu peser ou pas dans des dynamiques dont vous auriez connaissance en lien avec l'accueil de certains types de populations? Ça, c'est sur la diapo suivante. Il y a un petit délai, désolé. Euh, et puis, évidemment, cette géographie diachronique avec une photo en 2020, qu'est-ce qu'elle est devenue depuis? La crise de la bio est passée par là. On a un recul des ventes, des surfaces, recul des collectes. Hein, si on renvoie à l'actualité la plus récente, comment ça déstabilise cette géographie? Bah, là, je suis preneur de retour. Et juste terminer pour dire que ça renforce pour moi l'importance de travailler à l'interface de l'agronomie et de la géographie dans un lien à l'action, notamment vis-à-vis des acteurs publics, que j'espère que cette présentation et les discussions qu'on aura derrière montrent bien qu'il y a des perspectives de justice socio-spatiale à la fois vis-à-vis des producteurs, des consommateurs, des riverains de ces territoires. Et je vous remercie de votre attention et d'avance pour les échanges. Ouais. Bravo, merci beaucoup, Pierre. Alors vraiment, tu as réussi un exercice très, très difficile. On t'avait laissé un quart d'heure pour montrer tous tes travaux. Donc, on voit l'importance de ton étude au niveau national, qui est vraiment très pertinente et très intéressante. Tu nous as présenté des cartes et donc on propose maintenant aux différentes personnes qui sont connectées, s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas, parce que ça va être une partie très sympa là. On va se mettre en groupe selon notre région, la région où on travaille. Voilà. Par contre, avant de vous mettre en groupe, on va peut-être prendre quelques questions qui sont dans le chat et qui étaient plutôt des questions de compréhension pour remettre à niveau tout le monde. Une question de Gilles Martel. Pourquoi la zone intermédiaire ne fait pas un U finalement?
En remontant Alors, sur la Bretagne. ouais, c'est une bonne question. Pour moi, le U, c'est plutôt le croissant laitier dans la géographie agricole française et la zone intermédiaire, elle renvoie à d'autres contextes qui n'embrassent pas complètement ce croissant laitier puisqu'elle concerne des régions un peu défavorisées avec des sols minces, caillouteux, des pH pas forcément très favorables et puis des zones où finalement la grande culture, elle n'a pas pu se développer aussi fort que dans des contextes meilleurs et on a une résistance de la polyculture élevage voilà, bon, ça fait l'objet de zonage et d'aides publiques particulières, hein, cette zone intermédiaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Si est-ce que ça répond, Gilles? Ça va? Oui, Gilles, oui, tu c'est peux bon. activer le. Ouais, Ouais, ok, super. j'ai fait le petit pouce, sinon pour Ouais, gagner ouais, du très temps. bien. Super. Euh, Cécile, mais qui peut-être anticipait les choses, parce que c'était au moment où tu montrais les cartes, et elle disait que ce serait intéressant de mettre en face la densité de population et la dynamique touristique. Il me semble que toi, tu as mis en face, ce qui est très intéressant aussi, c'est le contexte résidentiel. Voilà. Est-ce que, Cécile, c'était un peu ta question là? Est-ce que finalement, au cours de l'exposé, il a répondu à cette question-là ou à cette proposition? Mais j'en ai mis une deuxième que j'allais envoyer. C'est ce que vous avez pensé à faire un petit peu d'économétrie spatiale et d'analyse d'autocorrélation, des LISA, pour montrer justement des vraies enfin de la corrélation, de l'autocorrélation spatiale avérée. On n'a pas initié de travaux d'économétrie. Dans l'approche sur 2010, on avait fait des tests de corrélation en synchronique et donc on avait des corrélations positives entre, par exemple, la part des cadres dans les cantons et le développement des transitions de circuits courts. Ouais. On l'a pas fait sur la diachronie. D'accord. Bon, Michel qui félicite pour les cartes et qui trouve que la région PACA est très active, oui, et je pense que Michel, on va en reparler dans la zone région PACA après ou dans les autres zones. Marie-Sophie voulait savoir pourquoi le choix du canton comme maille d'analyse. Ouais, merci pour cette question. Le choix du canton, il est lié déjà au fait qu'on utilise depuis 2010, comme je viens de le dire, un peu des croisements avec les données de l'INSEE. On a des données bien faciles à traiter à cette échelle-là. C'est aussi pour nous une réflexion sur l'échelle appropriée. Les départements, ça nous paraissait agréger des contextes agricoles trop différenciés, des contextes sociodémographiques trop différenciés également. Euh, on peut imaginer, et d'ailleurs, dans le PEPR Platform Food, il y avait eu des idées de déployer cette analyse à l'échelle des PAT, par exemple, hein, qui seraient des échelles un peu intermédiaires, un peu fines. Il y a les régions agricoles ou les petites régions agricoles qui pourraient aussi être d'autres échelles. L'idée, c'est de se situer quand même suffisamment fin et pas trop pour être gêné par les problèmes de secret statistique, parce qu'on a aussi ces contraintes. D'accord. Et peut-être dernière question, est-ce que ce type d'étude existe à l'échelle européenne? Question d'Émilie. J'aimerais bien, et ça fait partie des idées qui me travaillent. Voilà, j'ai pas connaissance. Enfin, il y a des typologies plus spécifiques sur la bio. Je mettrai dans le chat le lien vers une publication d'une partie de cette communication dans CyberGéo et dans l'état de l'art. On a quand même évoqué un certain nombre de travaux européens qui sont intéressés à la bio. D'accord, très bien. Et la question de Marine, peut-être Marine, tu peux prendre la parole pour dire la question. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, moi. Est-ce que c'est juste une référence bibliographique et en l'emboîte? Marine, on ne t'entend pas, alors peut-être micro fermé ou difficulté. Et Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Ah, super. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Oui, c'était une référence que tu as citée au moment du périurbain et des catégories des CSP+, qui seraient attirés vers des circuits courts non bio, et j'ai mal entendu, en fait. ouais, Le... alors là, c'est les références, ça montre pas ça, hein. C'est plutôt nos lectures d'Éric Charme, de Jean Rivière, qui ont travaillé en géographie urbaine, en géographie électorale sur ces contextes périurbains, qui nous caractérisent un peu des espaces sociaux, des mondes sociaux dans ces types de périurbains-là, qui nous font penser, vu les comportements électoraux, vu les logiques d'entre-soi, de rapports sociaux, que c'est pas forcément des populations qui sont très en attente de produits D'accord. alternatifs issus aussi de la gauche paysanne. Mais bon, ça demanderait à être conforté et à discuter dans nos échanges Ok, aux échelles voilà, régionales, c'est intéressant. Et merci. je vois dans le chat
Thierry Berlizeau qui dit que la question de Gilles, j'y ai pas forcément très bien répondu. Et qui invite à chercher une autre explication, celle des zones intermédiaires. Je pense que c'est une bonne piste hein, pour ce qui nous intéresse juste après. Et j'ai bien conscience, on me l'a dit d'ailleurs en local, que pourquoi on met pas aussi des patates sur la Bretagne, les Pays de Loire, où ça s'est bien développé et qui inciterait plutôt à remonter en U comme ça. Donc nous, on a un prisme de zone intermédiaire, je pense, à Mirecourt, qui a peut-être incité à faire ça, mais justement, je pense que les discussions Ok. là, sont propices.